Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Donc, Annie, oui, bonjour. Rebonjour. Reprenons notre sérieux pour parler de cette grosse brique. Oui. Un trailer, comme tu aimes beaucoup. Oui. Qui nous fait voyager, comme tu aimes aussi beaucoup. Oui. Une région du monde dont on entend beaucoup parler grâce à Monsieur Jaune-Orange, la frontière entre le Texas et le Mexique. Et c'est Gabino Iglesias qui nous amène là chez Sonatine Édition. Oui. Puis ce qui est intéressant de l'histoire de Gabino Iglesias, comme je vous disais, il vient de Puerto Rico et c'est plus tard dans la vie où il a déménagé aux États-Unis. Alors c'est sûr que tout ce qui touche la culture latino aux États-Unis, l'accueil ou le manque des États-Uniens par rapport aux Latinos, ben Gabino le vit à tous les jours. Alors il est capable d'en parler. Prémisse de départ, après ce que je vous ai dit tantôt, que c'est un peu comme c'est plus qu'un roman noir. L'histoire tourne autour de Mario. C'est un homme, probablement dans la trentaine. Il est marié, il a une petite fille. Sa petite fille a une grosse maladie qui s'avère fatale. Et pour essayer de payer les traitements, ben Mario est prêt à tout. Parce que lui et sa femme, on se le cachera pas, sont un peu du côté pauvre de l'échelle économique et ils ont pas les sous. Puis évidemment, ils sont pas couverts par Medicare ou n'importe quoi d'autre aux États-Unis. Alors, ils cherchent des sous et Mario est prêt à tout faire pour sauver sa fille. Et c'est pas long que des gens qui ont des contrats à offrir rencontrent Mario. Parce que Mario est prêt à tout faire pour 5000 $. Et écoutez, du moment où Mario rencontre le donneur d'ouvrage, là, on va l'appeler comme ça, le donneur de contrat, là, ça arrive à peu près dans les 15 premières pages. Et là, Mario a le bras dans le tordeur parce que il a réussi à accomplir le contrat, il a reçu les sous, puis il s'est dit, ben écoute, c'est si facile que ça, je vais continuer. Et là, ça s'enchaîne avec les cartels mexicains, passer de la drogue dans des tunnels creusés en dessous de la frontière, puis de savoir ou pas à qui faire confiance. Parce que dans cette économie souterraine, disons ça comme ça, il y a beaucoup de joueurs et c'est pas tout le monde qui est là pour les bonnes raisons, c'est pas tout le monde qui est là pour les mêmes raisons et c'est qui va tuer qui en premier pour mettre la main sur le plus d'argent possible. Alors, Mario se fait coincer dans une histoire abracadabrante. Et comme dans chacun des livres de Gabino Iglesias, vous avez une bonne dose de réalité sociale et de critique sociale. Parce que de quoi on vous parle dans ce livre-là, outre l'histoire de Mario qui est prêt à faire n'importe quoi pour 5000 $ et qu'il en fait des niaiseries pour 5000 $, c'est que ça vous parle du racisme ordinaire contre les Latinos, principalement dans le sud des États-Unis, le désespoir des pauvres et comment la violence arrive vite dans des vies qui considèrent n'avoir rien à perdre. Parce que Mario se dit, moi, tout ce que je veux, c'est sauver ma fille. Si je ramasse 35 000 $ puis ça la sauve, puis qu'après, ben, je me fais descendre, c'est correct. Parce que j'aurais sauvé ma fille. Écoutez, ça montre quand même le désespoir. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de désespoir, puis plus Mario avance dans cette quête-là, c'est qu'il y a tellement de rage puis de frustration en dedans de lui que la violence devient comme un baume. Puis il le dit lui-même comme personnage, il dit à un moment donné, ce gars-là, j'étais pas capable de sentir la face, je l'ai descendu, je me suis senti mieux parce que j'ai sorti le trop-plein que j'avais. Parce que t'as pas d'autres portes de sortie, t'as pas d'autres avenues pour essayer de faire descendre la température et ramener ta vie dans le droit chemin. Puis aussi, c'est que c'est ça le dilemme, c'est de la première décision, quand Mario a dit oui au premier contrat pour faire 5000 $, puis lui, il se le dit, est-ce que j'étais déjà mauvais ou je le suis devenu? Puis il essaie de lui-même s'auto-analyser pour comprendre pourquoi je l'ai fait
aussi facilement. Là, je vous cacherai rien. Le premier contrat, c'est de tuer quelqu'un qu'il connaissait pas, que ça a l'air qu'il aurait volé de la drogue. Pouf, descend le gars, ça prend 5 secondes et quart, 5000 $. Et là, ça se met à spinner dans la tête de Mario, de se dire, est-ce que c'est moi ça? C'est moi ça? C'est pas de même que j'ai été élevé. C'est pas de même que j'élève ma fille et tout. Fait que c'est de voir, est-ce que j'ai pris une mauvaise décision ou est-ce que c'est une décision précipitée ou désespérée? Puis du moment où sa fille décède, puis ça, je vous apprends rien, parce que c'est sur la 4e de couverture. Ah, OK, d'accord. Ce n'est pas du divulgachage, non. Ouais. À un moment donné, la pauvre petite chouette meurt parce que, bon, elle est vraiment trop malade. Et là, on voit Mario complètement désemparé parce qu'il sait pas comment faire son deuil. Il a frappé sa femme, fait que là, sa femme est partie. Et là, comment il va faire son deuil? Ben, il sait pas trop. Il sait pas trop comment le faire. Alors, comment extérioriser toute cette violence intérieure? Ben, en prenant plus de contrats du donneur d'ouvrage. Voilà. Alors, c'est là, il part dans ce spin-là. Et c'est de voir vraiment comment on gère ou pas le deuil, comment on gère la frustration, la pauvreté. C'est à quel moment qu'on peut dire, là, je pense que j'ai vraiment perdu le nord, je suis devenu un monstre. Et ça inquiète beaucoup les personnages. Il y a des personnages qui sont ailleurs, les autres, ils ont vraiment beaucoup de vécu. Mais dans le cas de Mario, c'est vraiment la première fois. Tu poses ce geste-là, j'en suis rendu là. Comment on vit avec la désillusion? Comment on vit avec la trahison et le regret? Fait que, outre l'histoire de base qui est archi super violente. Si vous aimez pas la violence, ne lisez pas ce livre. C'est archi super violent, mais quand même, ça pose de bonnes questions. Il y a une critique sociale. Ça vous explique ce qui se passe entre le sud des États-Unis, le nord, dans le coin de Ciudad Juárez, là, où ça brasse pas mal, les deals de drogue, les cartels mexicains et tout. L'écriture, comme toujours avec Gabino Iglesias, c'est rapide, c'est nerveux, c'est dynamique, et comme je vous dis, dès la 3e page, il se passe quelque chose, et le pied est dans le prélard, puis le pied lève pas. C'est comme ça tout le long. C'est une descente aux enfers. Et comment Mario va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'il s'en sort? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il s'en sort? Personnellement, j'ai lu tous les autres bouquins de Gabino Iglesias qui ont été traduits en français, parce que je pense pas que je serais capable de le lire en espagnol, c'est quand même assez touffu, là. Et de tous ceux que j'ai lus, c'est honnêtement le 2e meilleur. Le diable sur mon épaule. Le premier reste toujours Santa Muerte, qui était, mais fantastique, violent, mais toute la culture, le mysticisme mexicain qui était beaucoup plus présent dans ce livre-là. Mais Le diable sur mon épaule, si vous voulez vous lancer, découvrir Gabino Iglesias sans vraiment passer par une tornade, ben commencez donc par celui-ci. Ça va vous donner une idée de son style, de ce dont il est capable, et vous aimez ou pas. Personnellement, j'ai trippé. Ça a l'air d'un livre dont les pages se tournent, comme on dit ici. Je l'ai lu en 2 séances. Voilà, alors que c'est quand 320 même pages. une bonne brique. C'est ça, le livre de voyage intérieur, mais tu avais dit en introduction d'émission, on ne sait pas si c'est de la fiction ou c'est de la réalité. Ça a l'air plus près de la réalité. Ça a l'air plus près de la réalité. C'est fascinant de voir à quel point, justement, ce monde interlope-là, c'est facile d'y rentrer, puis à quel point ça descend cru. Moi, c'est le genre de choses qui me rend mal à l'aise, là, de voir à quel point, justement, parfois, il y a de la violence qui existe dans le monde. Non, mais ça, c'est violence exposant 175 856, là. Mais tous les livres que j'ai lus récemment concernant, disons, les différents cartels, je pense principalement à Cartel de Don Winslow, qui est une espèce de brique de 800 pages qui vous explique au quart de tour comment ça marche dans les bandes criminalisées mexicaines et tout ça. Et c'est vraiment au plus fort la poche. Et c'est bête à dire, mais c'est beaucoup de violence gratuite. Ils ont pas de code d'honneur. Et famille, parents, enfants, voisins, tu m'as regardé croche, tout le monde y passe. Tandis que dans certains autres groupes du même acabit, il y a quand même certains codes d'honneur qui tiennent, aussi peu. Mais vraiment,
La frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est fascinant de déshumanisation. Plus ou moins rough que les Yakuza au Japon? Ben, ça dépend de la Tu parlais de définition. code d'honneur. Oui, mais je pense qu'effectivement, si on compare les deux, puis c'est bête d'avoir cette discussion un dimanche matin, mais si on compare les deux, c'est que jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, les Yakuza ont un code d'honneur. Voilà. Ils vont pas assassiner la famille, la femme, les enfants d'un gars qui les a trahis dans un deal de dope. Puis, juste à t'entendre aussi, je me demandais, est-ce que c'est un roman qui se termine complet ou t'as l'impression qu'il pourrait y avoir autre chose comme une rédemption? Je sens... La réponse est non, Simon. D'accord, merci. Sans rien vendre. C'est beau. Merci. Sans rien vendre, non. Il n'y aura pas de deuxième tome. Bon. Merci. Donc, un livre dont un véritable page turner, voilà. Oh oui. Voilà. Oh oui. Oui. On découvre Gabino Iglesias, donc aux éditions Sonatine. Oui. C'est Le diable sur mon épaule. Merci beaucoup, Annie. Ça fait toujours plaisir. Et c'est peut-être pour ça que tu as choisi cette demande spéciale en musique? Absolument. Pour continuer dans le courant... le pied dans le plancher en ce beau dimanche matin. Steve Hill, le trifluvien avec Devil at My Heels.